Sud Radio 10h midi, débat. On est ensemble jusqu'à midi, on va commenter l'actualité qui recommence à être marquée par le Covid. On vient d'apprendre que l'Autriche avait décidé un reconfinement total. On va évidemment y revenir, alors qu'en France, pas de confinement pour les non-vaccinés. Et Emmanuel Macron va-t-il réussir à nouveau son pari? Je mets pari évidemment entre guillemets. 6 Français sur 10 pourtant seraient favorables à un confinement pour les non-vaccinés. Et puis c'est vrai qu'on peut s'interroger sur la stratégie de la France face à des pays très proches qui décident, pour le coup, comme l'Autriche, d'un confinement total, vaccinés et non vaccinés. Emmanuel Macron dans les Hauts-de-Seine, la campagne continue, la campagne est en route, on en parlera avec vous. Et puis je voulais revenir sur ce sondage. 4 Français sur 10 croient à une théorie du complot. Ils pensent qu'un complot est organisé au sommet de l'État. On en parlera avec vous. Et puis Éric Zemmour, évidemment, qui fait l'actualité. Il baisse dans les sondages. Et puis une tribune de 35 associations de journalistes qui alerte contre les menaces de l'extrême droite et en particulier qui dénonce le fait qu'on parle trop d'Éric Zemmour. Commençons avec notre tour de table. Hassen Amou, c'est un coup de cœur. C'était un coup de cœur. Alors, je ne vous ai pas présenté, pardon, ouais. J'ai donné les sujets avant de présenter mes invités. Hassen Amou, donc responsable associatif, fondateur du collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Ergun Toparslan, vous êtes porte-parole de Territoires de Progrès. Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique. Bonjour à vous. Et Noémie Alioua, vous êtes essayiste et journaliste pour i24 News. Pardon, je ne vous avais pas présenté. Alors, Hassen, c'est un coup de cœur. C'est un relais sportif qui partira le 21 novembre au départ de Chamonix et qui rejoindra Marseille pour une noble cause qui est celle de la planète et du ramassage des déchets, notamment sur le littoral. C'est un mouvement qui est un mouvement mondial et qui d'ailleurs est né à Marseille. Et donc je trouvais que c'était bien parce que c'est un enjeu assez intéressant, nous qui avons été touchés par quelques crises dans le sud, la crise des déchets via des grèves ou encore des intempéries dans le 06. Et je trouve que c'est bien parce que tu as lié un sport, des sports à la cause écologique. À la cause écologique et la sensibilisation de la planète. Et ça va mieux à Marseille, les déchets? Ça va beaucoup mieux. Et puis l'action citoyenne, en tout cas, a marché aussi parce que la mobilisation sur les plages, je ne sais pas si vous avez vu ces images, de milliers de citoyens sont venus ramasser les déchets après la grève des éboueurs, effectivement. Alors c'est peut-être intéressant justement de savoir si c'est juste un symbole ou si véritablement ça a réussi à, disons, déblayer un petit peu le terrain et ça a des conséquences concrètes. Par exemple, ce que vous venez d'évoquer, le fait que des jeunes se mobilisent. Je trouve que moi, c'est toujours très intéressant de, comme ça, aller dans plusieurs, j'ai envie de dire, aller dans des catégories sportives pour sensibiliser le public, qui soit un peu plus jeune ou plus âgé, et de montrer que justement cette cause-là touche tout le monde. Et je trouve que se servir des outils qui est celui du sport, qui est déjà. Donc c'est un symbole. Mais c'est symboliquement et ça sensibilise, quoi. Ça sensibilise. Ça sensibilise. Il faudrait que ce soit, comme le dit Noémie, que ça a une portée plus concrète. Ça a une portée concrète, absolument. Ergun, vous, c'est un coup de cœur? Un coup de cœur pour un coup de tonnerre hier sur Twitter, dans le Space Molina. Romain Molina, qui est un enquêteur qui s'intéresse au milieu du sport, a eu il a fait part de son enquête qui est tombée sur des situations assez graves et assez délicates. Il prépare un livre qui va sortir en avril prochain et notamment il met le doigt sur la problématique des abus sexuels et de la pédophilie dans le monde du sport, en particulier dans le monde du football. Il a quand même eu des annonces fortes hier en disant qu'il y avait plus de 400 joueurs actuellement professionnels en Ligue 1 et en Première Ligue qui a été victimes de viols ou d'abus sexuels. On a même des joueurs internationaux qui apparemment contractent des maladies anales suite à ce nombreux abus sexuels. Il y a une grosse omerta et il est en train de la briser. Ça a beaucoup buzzé hier. Je crois qu'il y avait plus de 70 000 participants qui écoutaient Romain Molina hier soir. Et donc, c'est un sujet pour lequel il faut beaucoup de courage parce que c'est un énorme business. Il y a beaucoup de pression que subit cet enquêteur. Et donc, c'était un coup de cœur pour ce travail et dans l'attente, en espérant de lendemain un peu meilleur dans le monde du sport parce que c'est un sujet qui touche également les jeunes sportives féminines au basketball. Donc, une grande enquête qu'il a menée depuis plusieurs années et qui va aboutir sur un dossier qui risque de faire beaucoup de bruit dans les prochains jours. C'est vrai que le foot a été très longuement
très longtemps épargnés par tout ce qui concerne la sexualité. Hein. Exactement. Même on avait parlé, nous, de l'homosexualité dans le foot qui n'est jamais abordée non plus. Enfin, ça n'a rien à voir. Justement, évidemment. il en parlait de l'Australien professionnel qui a fait son coming out. Donc, il avait vu l'émoi, très juste d'ailleurs, autour de cela. Mais il s'inquiétait que de l'autre côté, pour tous les jeunes enfants, les jeunes garçons qui ont les destins brisés, des vies brisées, il y avait une énorme omerta. Il y a beaucoup de clubs qui couvraient ces actes-là, beaucoup d'agents, beaucoup de présidents qui couvraient certains joueurs. Il va même un peu plus loin en mettant la Fédération française de football dans le jeu. Apparemment, il y aura d'autres choses qu'il va annoncer dans les prochains jours. On attend de voir. Évidemment, tout cela doit être confirmé, vérifié. Mais il brise. C'est déjà une énorme omerta qui est brisée. Hassen, vous qui êtes dans le milieu associatif, vous avez eu vent déjà d'histoires comme celle-là? Oui, il en existe, et notamment dans les clubs amateurs aussi, où on a eu parfois des éducateurs qui ont trempé dans des histoires pas très claires, où il a fallu à un moment donné que les présidents de clubs montent au créneau, fassent ce travail. C'est toujours des sujets extrêmement délicats, et les victimes d'ailleurs, elles ont beaucoup de mal à arriver jusqu'au stade de la parole, et c'est souvent les adultes qui arrivent à déceler un certain nombre de choses. Alors on va marquer une pause, on continue notre tour de table. Noémie, Virginie, avec vos coups de gueule. Il y a deux coups de cœur pour les hommes et 2 coups de gueule pour les femmes, et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Radio, en voiture, au travail, depuis votre smartphone, installez l'application Sud Radio depuis le Google Play ou l'App Store. Sud Radio, il est 11h. Parlons vrai. Les infos avec Mathieu Bellisario. Bonjour, l'Autriche reconfinée à partir de lundi, décision radicale prise par les autorités pour tenter d'enrayer la propagation du coronavirus. Depuis 4 jours, seuls les non-vaccinés autrichiens avaient obligation de rester chez eux. C'est désormais toute la population qui sera concernée par cette mesure la semaine prochaine. L'Autriche imposera également la vaccination à partir du 1er février prochain. En France, inquiétude. À l'école, 4000 classes ont été fermées cette semaine pour cause de coronavirus. Chiffre du ministère de l'Éducation, c'est le plus haut niveau enregistré depuis la mi-septembre, signe que l'épidémie gagne encore du terrain chez nous. Plus de 20 000 cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans l'Hexagone. Pas de nouvelles mesures annoncées dans l'immédiat, pas question en tout cas de confiner les non-vaccinés, a indiqué Emmanuel Macron dans une interview accordée à La Voix du Nord. Le chef de l'État qui est de retour sur ses terres aujourd'hui, il entame une visite de 4 jours dans les Hauts-de-France. Premier déplacement cet après-midi dans une maison de santé du Nord pour échanger avec des soignants et des malades. Il se rendra ensuite à Guise, tout près de Saint-Quentin, fief de Xavier Bertrand. Le président de la région est l'un de ses potentiels adversaires à l'élection présidentielle. Il parle d'un fiasco, d'une défaite face au Royaume-Uni. Les pêcheurs français ne décolèrent pas. Après la tentative de sortie de crise proposée par Annick Girardin, la ministre de la Mer a évoqué un plan d'indemnisation 40 à 60 millions d'euros pour les navires tricolores qui ne pourront plus se rendre dans les eaux britanniques, faute d'avoir obtenu une licence. Cette affaire empoisonne les relations entre Paris et Londres depuis l'entrée en vigueur du Brexit. Les négociations sont d'ailleurs toujours en cours entre les deux parties. Et puis le soulagement pour les salariés d'Ascoval. La production de la scierie nordiste de Saint-Saulve ne sera pas délocalisée finalement. Le nouveau propriétaire allemand a renoncé à son projet après une réunion hier au ministère de l'Industrie. Il avait évoqué la possibilité de transférer 40% de la production outre-Rhin dans plusieurs usines à charbon, ce qui avait provoqué la colère des syndicats de l'entreprise et d'une grande partie de la classe politique. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à tous. Sud Radio, 10h midi. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, nous commentons l'actualité. On va évidemment parler du Covid avec cette décision de l'Autriche de reconfiner le pays. Pour l'instant, Emmanuel Macron a dit pas de confinement pour les non-vaccinés, comme c'est le cas en Allemagne. Macron dans les Hauts-de-France et non pas dans les Hauts-de-Seine, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est en campagne, évidemment. 4 Français sur 10 croient à la théorie du complot. Et puis, Éric Zemmour, qui semble stagner dans les sondages. Marine Le Pen, qui le dépasse dans le dernier sondage en date. Avec vous, pour débattre, Noémie Alioua, essayiste, journaliste pour I24 News. Virginie Leguet, journaliste et éditorialiste politique. Hassen Amour, responsable associatif et fondateur du collectif marseillais Trop jeune pour mourir. Et Ergun Toparslan, vous êtes porte-parole de Territoire
de progrès. Alors on continue notre tour de table sur ce qui a retenu votre attention aux uns et aux autres, Noémie. Oui, c'est une interview édifiante qui est parue dans le Figaro ce matin du directeur de l'agence Frontex qui s'appelle Fabrice Leggeri. Et qu'est-ce qu'il dit ? Eh bien, tout simplement, il confirme que ce que certains considèrent comme un fantasme. Il dit ceci: la pression migratoire illégale ne cesse d'augmenter depuis 10 ans aux frontières de l'Union européenne. Il sait de quoi il parle. Je rappelle, l'agence Frontex, c'est quand même l'agence de l'Union européenne qui se charge de protéger les frontières de l'Union européenne et qui, par ailleurs, évidemment, aide parfois les migrants lorsqu'ils sont sur le point de mourir. Il montre aussi l'impuissance de la Commission européenne qui fait la sourde oreille quand des pays leur demandent plus de moyens pour pouvoir se protéger. Et finalement, il explique, d'ailleurs, avec la question bien sûr de la Biélorussie et de la Pologne, mais avec d'autres exemples un peu moins récents, il explique finalement que c'est une instrumentalisation politique. On instrumentalise cette histoire des migrants pour, je le cite, déstabiliser des États. Donc il donne l'exemple notamment de la Biélorussie et de la Pologne. On voit que cette question n'est pas larmoyante comme la plupart du temps on l'aborde, notamment dans les médias. C'est pas uniquement une question de pathos, c'est fondamentalement une question de politique et une question de survie pour certains pays. Les frontières, ce n'est pas uniquement quelque chose de mal en soi. Et qu'est-ce qu'il préconise ? Eh bien écoutez, il préconise que la Commission européenne se mette plus en phase avec les États, notamment sur un point de vue juridique, parce que ce qui fait souvent défaut, c'est le fait qu'ils n'aient pas les mêmes bases juridiques et donc il y a des tensions, mais la Commission européenne fait plus ou moins la sourde oreille et d'ailleurs il demande plus ou moins à la Commission européenne d'agir, mais on voit bien que ça n'est pas peut-être dans ses intérêts parce qu'il y a des divergences. Ça va faire baisser la pression entre les pays. Bah oui, non, pas vraiment. Ouais. Est-ce que c'est la solution pour... Non, la question là, c'est de la protection des frontières, déjà. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'une mise en conformité des juridictions de différents pays puisse... Bah alors dans ce cas-là, ils ne servent à rien. Dans ce cas-là, ça ne sert à rien qu'ils existent. Mais je pense que les solutions, elles sont peut-être ailleurs. Elles sont où ? Peut-être dans la coopération, dans le co-développement avec les pays dont sont originaires ces personnes-là, qui permettraient de pouvoir éviter certains drames. Sauf qu'ils n'ont pas envie de les garder chez eux, forcément. Ni même de les reprendre, de les voir revenir. Oui. Ceux qui sont soumis à des obligations de quitter le territoire français et que la France essaye de renvoyer dans leur pays d'origine se heurtent à un refus total du pays d'origine qui n'en veut pas. C'est certain, surtout que la pression migratoire qui va arriver à cause de la crise écologique qui nous attend, en tout cas c'est ce qui est montré par les scientifiques, va être beaucoup plus importante que la migration liée à des raisons économiques sur les prochaines années. Donc on a tout intérêt à se mettre à jour et à préparer cela de façon un peu plus convaincante, on va dire. Préparer cela, ça veut dire qu'il faut l'accepter et qu'on ne peut rien faire. Non, il faut lutter contre. Le problème, c'est que c'est le réchauffement climatique, par exemple. C'est un sujet complètement tabou. Les États font semblant de le traiter, mais ne le traitent pas depuis des années. Ils ont des divergences entre eux et ils ne se mettent pas d'accord. Il n'y a pas de politique européenne contre l'immigration. Donc voilà, les choses finalement, à force de mettre la poussière sous le tapis, les choses empirent et rien n'est prévu pour contrôler quoi que ce soit. Les choses empirent, il faut monter les extrêmes. Parce que, évidemment, le fait de mettre ça sous le tapis, eh bien, ça ne solutionne rien du tout et ça permet ensuite aux extrêmes de pouvoir prospérer là-dessus. Hassan ? C'est l'amour. Non, mais moi je pense aussi qu'il y a d'abord il faut traiter ce sujet humainement parce que ce ne sont pas seulement des chiffres, ce ne sont pas seulement des migrants, ce sont avant tout des êtres humains et je crois qu'il doit y avoir une vraie effectivement coopération avec ces pays-là, avec lesquels en plus parfois l'Europe, faut le dire aussi paie pour la gestion d'un certain nombre d'un certain nombre de flux migratoires aussi et donc il faut qu'à un moment donné on responsabilise les États et que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à un moment à maîtriser un petit peu plus ces passages humains d'un pays à l'autre comme ça dans des situations et qui en plus là est instrumentalisé par d'autres pays pour effectivement déstabiliser y compris l'Europe quoi. Virginie, un coup de gueule? Ah oui, alors moi, mon coup de gueule, c'était pour les négociations en cours sur la pêche et j'allais dire le départ en tête basse de la France qui, après avoir menacé des pires sanctions début novembre en disant vous allez voir ce que vous allez voir, on va vous empêcher de débarquer les poissons, on va être intraitable, on vous donne un ultimatum. Aujourd'hui on entend Madame Girardin, la ministre française de la mer, dire on va négocier un plan de sortie de la flotte, sous-entendu on va demander aux marins pêcheurs de détruire leurs bateaux et on va leur donner en échange une compensation financière. Je trouve ça terrible et terrible de se dire que je crois que ça
ça concerne environ 150 pêcheurs, et que ces 150 pêcheurs sont sacrifiés sur l'autel de je ne sais quoi d'ailleurs, des relations communautaires, et que ces 150 pêcheurs qui ne comptent pas beaucoup sur l'échiquier national, on les entend un peu ce matin, mais malheureusement j'ai l'impression que c'est une information qui intéresse assez peu, et puis c'est très tard. Et je regrette, moi, d'entendre finalement ce qui se répète assez souvent depuis le début du quinquennat, des déclarations martiales et assez flambantes de l'exécutif. Et là, en l'occurrence, c'était Emmanuel Macron qui avait dit vous allez voir, on va être intraitable. Et puis finalement, tout ça se termine en capilotade, en débandade, et rien n'a été négocié. Et apparemment, il y a eu un entretien entre Boris Johnson et Emmanuel Macron à Glasgow. Et cet entretien, non seulement n'a donné aucun argument à la France, mais la France aujourd'hui est en train de capituler complètement sur l'ensemble de tout. Et je trouve ça extrêmement choquant. Oui, et c'est vrai qu'on le relève assez peu. J'en ai quelqu'un, Ergun. C'est un sujet qui est pas très simple parce que... qui n'est pas simple, mais tout de même, ce que dit Virginie sur le fond, c'est-à-dire des déclarations, des annonces, et puis après ça se termine. C'est sûr qu'à un moment donné, quand on menace de certaines sanctions, de restrictions, parfois il faut les appliquer. Après, en tout cas, il faut avoir les moyens de ces menaces. Alors, ou bien dans l'autre sens, c'est ça. Moi, je pense que quand un ministre français dit qu'il peut faire des restrictions sur la Grande-Bretagne, on est en capacité de le faire. Après, ça peut être un peu dissuasif, ça peut être des contrôles renforcés, des contrôles des camions, etc. Tout ça fait partie d'un, entre guillemets, c'est pas entre guillemets d'ailleurs, d'un rapport de force politique et géopolitique. On était en position de force, mais il faut pas qu'on tombe seulement dans nos travers en laissant faire ce genre de choses. C'est sûr que la situation, les relations avec la Grande-Bretagne sont un peu compliquées depuis le Brexit. Maintenant, de là à aller demander à nos pêcheurs d'arrêter de pêcher, c'est, je pense, pas la meilleure... De mettre leur bateau à la casse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est. C'est l'heure où tu travailles parfois depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et là, on leur dit, écoutez, non, finalement, on abandonne tout. Le plan de sortie de la flotte, ça veut dire abandonnez vos bateaux, mettez-les à la casse et on arrête tout. 35 associations de journalistes signent une tribune contre les menaces de l'extrême droite. Donc un certain nombre de rédactions ont signé cette tribune, de l'AFP à BFM, en passant par Mediapart, Marianne. Visiblement, de plus en plus de journalistes sont empêchés d'assister à certains meetings. Alors, est-ce que c'est le rôle des SDJ de s'intéresser, parce que il y a d'autres mouvements qui menacent aussi les journalistes. Je ne sais pas, vous, Noémie, oui, là, il y a deux vous en avez été victime aussi, je crois. Il y a deux choses. Ouais. La première chose, c'est effectivement le fait qu'il devient de plus en plus difficile d'être journaliste. Vous êtes journaliste, vous couvrez le mouvement des Gilets jaunes, vous savez qu'une fois sur deux, vous pouvez vous faire agresser, insulter, on vous prend pour le représentant du pouvoir. Et d'ailleurs, quand je travaillais chez BFM, on avait des gardes du corps. Il faut savoir que les journalistes de BFM ont 2 gardes du corps quand ils vont à des manifestations ou quand ils vont dans des endroits chauds. Donc on se balade avec 2 mecs qui sont là juste pour nous protéger. Il faut imaginer à quel degré, enfin à quel niveau on est arrivé aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est effectivement... Peut-être que c'est une bonne chose, le fait que des journalistes sortent du bois, quelque part, ça montre que l'objectivité n'existe pas, parce que pour moi, c'est un positionnement politique, malgré tout. Et donc, quelque part, eh bien, les journalistes confient quelque part, qu'ils ont un positionnement politique et que cette pseudo-objectivité n'est qu'une farce. C'est-à-dire en disant, en prenant position contre l'extrême droite ? Mais oui, c'est un positionnement politique. L'extrême droite, l'extrême droite, pour moi, déjà, c'est un titre qui insulte. C'est juste une insulte, parce qu'on ne sait pas vraiment ce que ça recouvre. Tout ce qui est parfois à la droite de Jean-Luc Mélenchon est peut-être qualifié d'extrême droite. Donc, ça, mais là, il y a le Figaro, il y a beaucoup de 35 sociétés de... Alors, ils sont mais oui, parce que les journalistes sont indépendants, ils appartiennent à leur titre d'une certaine façon, mais ils ont aussi leurs propres opinions. Marine Le Pen et Éric Zemmour, ils sont numéro 2 sur l'échiquier politique pour l'instant dans les sondages. Ils représentent quelque chose dans l'opinion. Alors on peut les insulter du matin au soir, on peut dire que ces gens-là ne sont pas convenables. Il n'empêche que la démocratie fait que c'est important qu'ils soient là, parce qu'ils portent une voix au sein du peuple. C'est une chose qui existe. Que des journalistes se positionnent contre ces personnalités politiques, c'est un engagement politique, et donc ça montre qu'il n'y a pas d'objectivité
dans cette profession. Hassen. Non mais les attitudes, parce que il faut expliquer quelque chose. Il n'est pas normal qu'en France, des journalistes se sentent en tout cas en insécurité dans certains meetings parce qu'on a vu des attitudes qui parfois étaient limites, soit de services d'ordre qui empêchaient des journalistes d'accéder à des salles, qui allaient même au contact physique avec les journalistes. Ça, c'est insupportable. Et ceux qui ont commencé par avoir ces attitudes, ça a été souvent aux abords des meetings de Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, il a passé sa vie à insulter les journalistes. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, les journalistes, ils rentrent très facilement. Lui qui avait envoyé une chaussure d'ailleurs sur un journaliste. Je vais vous dire, ça s'apparente à quoi? C'est comme que les journalistes entrent dans les quartiers nord de Marseille. Parfois, ils sont bousculés. S'ils ne sont pas accompagnés, ils se font insulter, ou il y a des jets de projectiles. C'est pas supportable que les politiques aujourd'hui se traitent les journalistes de cette manière, de la même manière que quand la droite, Nicolas Sarkozy était coutumier du fait de prendre à partie dans ces meetings les journalistes. Vous avez des militants après aux abords des meetings qui, quand ils voient des journalistes, en plus parfois ce sont soit des pigistes, soit des gens qui n'ont pas et qui se font molester. Moi, je peux vous dire que ça, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Et d'ailleurs, quand on est là, on parle de menaces de mort, d'appel au viol, d'insultes, de cyberharcèlement, d'interdiction. Alors, on rappelle aussi que les journalistes de Charlie Hebdo vivent avec des policiers en permanence, que les représentations du livre de Charb, la lecture est interdite dans les universités en France aujourd'hui, il faut le dire. Donc, il y a Café Zemmour dernièrement, il a interdit des journalistes de Ouest France qui avaient fait un mauvais papier sur Éric Zemmour d'accéder, donc d'être accrédités pour venir dans ce meeting. Vous politisez la question. Mais je la politise pas. C'est l'inverse. C'est les politiques. C'est vraiment une question je dis pas que c'est une question de droite ou de gauche. Mais la vérité, c'est qu'on a beaucoup plus de soucis avec les personnalités de droite ou de l'extrême droite concernant le travail des journalistes qu'à gauche. À gauche, plus ou moins, on respecte. Moi, j'ai rarement vu des candidats à la présidentielle empêcher les journalistes d'accéder aux salles de meeting ou à des réunions publiques. Renseignez-vous sur Jean-Luc Mélenchon parce qu'il a eu des déclarations extrêmement violentes envers Mélenchon et les journalistes de quotidien ont beaucoup de mal à accéder au meeting de Jean-Luc Mélenchon. Non, mais après, le problème, c'est quand tu chauffes à blanc des militants et on va partir sur la question des harcèlements sur les réseaux sociaux, des insultes, des harcèlements sur les journalistes. Effectivement, quand les politiques ne chauffent leurs militants, effectivement, quand on voit passer des journalistes de BFM ou je dis de CNews, que sais-je, tu as des militants. Moi, j'ai fait des interviews où en fond, tu as des mecs qui s'arrêtent en voiture, ils nous insultent, pensant que moi aussi j'étais journaliste alors que j'étais interviewé. Et effectivement, quand tu vois le petit jeune avec sa caméra, tu n'as pas envie de rigoler parce que tu te dis, si le gars est seul, qu'est-ce qui pourrait lui arriver, quoi? Se faire cracher dessus ou bousculer. Mais vous n'êtes pas d'accord quand Noémie dit c'est politiser cette intervention parce que effectivement, parce que tout vient du politique, Valérie. On a des politiques qui tolèrent de moins en moins la contestation journalistique. Virginie Leguet. Oui, en plus, ce qu'il me semble, moi, c'est que dire il ne faut pas, on ne doit pas parler, on parle trop, c'est totalement contre-productif. Je me souviens que quand Jean-Marie Le Pen était à la tête de ce qui à l'époque était le Front National et pas encore le Rassemblement National, il y avait déjà des journalistes qui étaient très puissants à l'époque et qui disaient moi je ne le recevrai jamais, moi oh là là jamais, il faudra me passer sur le corps. Notamment, je crois, Anne Sinclair qui a toujours refusé de l'inviter dans son émission. C'est totalement contre-productif. L'émergence de Jean-Marie Le Pen ou celle aujourd'hui d'Éric Zemmour disent quelque chose de la frustration, de la colère d'une partie des Français qui estiment que ceux qui ont été au pouvoir depuis 40 ans n'ont pas fait ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, n'ont pas tenu leurs engagements, n'ont pas tenu leurs promesses et qu'il faut des gens qui disent qui prononcent un discours différent et qui peut-être feront à leur tour. Je ne dis pas qu'ils le feront, mais les Français se disent on a essayé la gauche, on a essayé la droite, on entend dans la bouche, alors là je parle de Jean-Marie Le Pen il y a 30 ans ou 40 ans, des choses qui nous intéressent, qui nous soucient nous dans notre vie quotidienne. On l'entend aujourd'hui dans la bouche d'Éric Zemmour, on peut le contester sur le fond, mais ça dit aussi quelque chose du fait que ça soit aussi audible chez les Français. Et j'ajouterais enfin qu'on ne peut pas ramener à un phénomène médiatique quelqu'un comme Éric Zemmour qui est arrivé à 16 ou 17% dans les sondages. Alors aujourd'hui, il se tasse, sans doute, mais on ne peut pas dire c'est juste un phénomène médiatique. Je crois qu'il faut vraiment réfléchir sérieusement à ce qui est autorisé de dire, ce qui n'est pas autorisé de dire. Et effectivement, cette espèce de politiquement correct de certains médias qui estiment que ah non, vraiment, moi, l'extrême droite ou l'extrême gauche, et là je mets l'extrême gauche exactement dans le même sac parce que Jean-Luc Mélenchon a toujours eu des relations extrêmement hargneuses avec les journalistes, il les a menacés parfois, il les a interdits de meeting, et là comme par hasard on entend moins de protestations, mais c'est pareil, les extrêmes, les deux extrêmes ont des relations conflictuelles depuis toujours avec les journalistes, et les alimenter n'est pas du
du tout, raisonnable. On va marquer une pause, on continue. Vous pouvez réagir, hein, évidemment. On vous attend sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio 10h midi. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, on évoquait cette tribune. 35 associations de journalistes qui ont signé une tribune contre les menaces de l'extrême droite. Ils disent qu'ils ont de plus en plus de mal à faire leur métier, à aller dans un certain nombre de meetings, en particulier celui d'Éric Zemmour. C'était les journalistes de Sud-Ouest à Seine qui ont été interdits d'accès d'un meeting, d'une réunion publique d'Éric Zemmour, parce que vous aviez dit Ouest France, non, c'est Sud-Ouest. Et donc ces SDJ interpellent le gouvernement. Noémie Alioua évoquait un aspect très politique de cette tribune, se contentant d'interpeller sur l'extrême droite. Vous en pensez quoi, Ergun Topalov ? La liberté de la presse, c'est notre vitalité, c'est la jauge de notre vitalité démocratique dans notre pays. Donc on peut pas négocier avec cela. Après, historiquement, les journalistes, ils savent très bien le danger qu'il y a, notamment avec les extrêmes, et là en particulier avec l'extrême droite, qui empêche de donner de la visibilité à ces meetings. On n'a pas d'autre choix que de faire avec nos journalistes, même si ce qu'ils font peuvent parfois déranger le politique. Moi, je parle en tant que casquette d'un vice-président d'un parti politique, et effectivement, des fois, il y a des articles, des travails de journalistes, mais on n'a pas d'autre choix dans notre système démocratique que de le respecter et de faire en sorte qu'ils puissent exercer leur fonction de journaliste. Si on ne fait pas ça, on tombe dans un autre système que certains extrêmes peut-être apprécient, et où par contre où on met des journalistes en prison dans beaucoup de pays qui sont attirés par ces systèmes-là. Et évidemment, c'est pas ce qu'on veut en France, pays des droits de l'homme, pays de la liberté, et on veut la liberté également pour nos journalistes, peu importe leurs opinions d'ailleurs. Oui. Oui, vous avez raison. En tout cas, selon Reporters sans frontières, la France est quand même un pays. Voilà, c'est un pays. Par rapport à d'autres, on va dire, qui se portent pas trop mal à ce niveau-là, qui est plutôt, il y a une grande vitalité en France. Mais alors, par contre, il faut la garder, il faut l'améliorer. Là, vous parlez de deux extrêmes quand même, entre le fait de faire une tribune contre des personnages politiques, même si c'est plus ou moins masqué, et le fait de les envoyer en prison. Je crois qu'il y a quand même malgré tout un large spectre possible. Et les journalistes, ils défendent leurs collègues journalistes des autres pays. Ils se font emprisonner tous les jours dans les autres pays. C'est important de dire que les journalistes eux-mêmes, on sait que c'est une caste qui vote plutôt à gauche. Il y a eu des études dans les écoles de journalistes. Il y avait eu des études, des sondages qui montraient il y a quelques années. Je peux vous raconter l'histoire que je raconte souvent. Je recrute des stagiaires quand j'étais sur LCI, qui sortent de Sciences Po, et le DRH m'avait dit: tu fais le test, tu leur demandes quelle radio vous écoutez le matin et quels journaux vous lisez. Ils vous répondaient invariablement France Inter et Libération. Mais bien sûr. C'est de moins en moins vrai quand même, non? J'en sais rien. C'était en tout cas le cas il y a pas si longtemps que ça, il y a 5-6 ans, quoi. Donc, et je vous mens pas, sur 10. Ça fait quoi? C'est l'écoute France Inter et Libération? Non, mais c'est juste qu'il y a une politisation qu'il faut juste assumer. C'est une orientation, donc, quand même. Ils lisent pas le Figaro, ils n'écoutent pas. Non, mais de la même manière que aujourd'hui. le dire. Non, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de moins en moins de journalistes qui assurent une neutralité. On a de plus en plus de journalistes d'opinion, et les papiers qu'on lit sont très orientés aujourd'hui. Vous avez très peu de journalistes qui, aujourd'hui, observent une certaine neutralité dans ce qu'ils écrivent. Mais ça, c'est aussi lié au fait qu'il est de plus en plus difficile d'avoir les moyens. Pardon, je vous laisse, mais juste d'avoir les moyens de faire des enquêtes. C'est quand même un métier qui se paupérise, avec des journalistes qui sont payés de plus en plus de misère, et qui n'ont plus les moyens de faire des grandes enquêtes comme ils aimeraient parfois le faire, et donc qui doivent faire avec des bouts de ficelle. Sur le buzz. Voilà. Ouais. Oui, alors à propos des journalistes qui seraient de gauche ou de droite, moi j'avoue que je suis un peu sceptique. Je pense que certes il y a un problème, et qu'il y a eu d'ailleurs il y a quelques semaines une enquête, je crois, dans le Figaro Magazine, qui parlait du service public et qui racontait la tonalité très forte et très à gauche du service public, en disant que c'était paradoxal d'avoir un service public financé par des deniers publics et qui parle très à gauche. Certes, il y a des médias qui parlent très à droite, mais moi je trouve que le problème principal de la presse en France, c'est qu'elle appartient à des groupes privés, qu'elle est rachetée, vendue, et qu'elle est un peu plutôt assujettie aux desiderata plus ou moins exprimés de ces groupes privés. Regardons ce qui se passe. Vous avez subi des pressions ? Mais moi, j'appartenais pendant très longtemps au groupe Lagardère. On sait où est Lagardère, on sait ce que pense Lagardère, on savait quelles étaient ses amitiés politiques, on le savait. Je ne dis pas que ces groupes se font ces pressions. Mais vous a jamais dit n'attaquez pas celui-ci ou celui-là. C'est même pas la peine. On sait où on est, on sait pour qui on travaille, et tous les journalistes le savent, que ça soit dans un groupe ou dans un autre, et on sait où se situe l'actionnaire. On le sait d'instinct. Et donc il viendrait à personne, à Paris Match par exemple, ou au Journal du Dimanche, ou à tous les journaux du groupe Lagardère,
Lagardère, il ne venait à personne, à aucun journaliste, l'idée de se dire ah tiens, on va critiquer par exemple le EADS qui appartenait au groupe. On savait quelles étaient les limites, mais ça personne ne pourra vous dire le contraire. On ne peut pas appartenir à un groupe dont on connaît l'actionnaire et dont on sait ce qu'il finance et globalement quelles sont ses amitiés politiques et aller exactement à l'encontre. Et on n'a pas besoin de quelqu'un vous téléphone tous les jours. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. J'ai travaillé 17 ans pour le groupe TF1. Je n'ai jamais eu aucune consigne. J'ai fait des sujets sur les antennes téléphoniques. Moi, je parle de la presse écrite à laquelle j'ai travaillé pour laquelle je travaillais pendant 40 ans. TF1, en l'occurrence, moi, je n'ai reçu aucune consigne en bossant sur une chaîne d'infos, mais jamais de la vie. Jamais. J'ai pas du tout parlé de consigne éditoriale. Non, mais chaque média a une ligne éditoriale. Mais c'est vrai que j'ai jamais entendu un actionnaire qui, directement ou même indirectement, pèse vraiment sur ce qui se fait. Après, c'est vrai, par exemple, que vous ne trouverez pas... Bolloré pèse énormément sur la ligne éditoriale de CNews. Vous ne trouverez pas, par exemple, d'articles sur Dassault dans le Figaro. Voilà, c'est ce genre de choses. Il y a eu des suspicions quand même à un moment ou à un autre. Il y a eu des, même si effectivement, j'entends très rarement des journalistes me dire mais on m'a demandé d'écrire ça. On m'a demandé de faire ça. Mais en revanche, j'ai déjà vu des décisions où on a écarté des journalistes, que ce soit de l'antenne ou d'un certain nombre de raisons politiques. Exactement. Donc ça, c'est un sport courant qui pèse sur le moral des journalistes, je pense. Alors, Zemmour patine, Le Pen remonte. C'est vrai que ce matin, il y a un sondage dans lequel Éric Zemmour est crédité de 12% des intentions de vote. Il perd 1 point, quel que soit le candidat des Républicains face à lui. Il se voit même devancé d'1 point par Xavier Bertrand. C'est un sondage Présitrac pour Opinionway, pour les Échos, CNews et Radio Classique. Marine Le Pen, elle est créditée de 19 à 21%. Emmanuel Macron, 24 à 25%. Ce moment un petit peu... c'est quoi? C'est un moment de plat, vous, Virginie, qui êtes journaliste politique, c'est quoi? Est-ce qu'il est allé trop loin, trop vite, trop fort? Est-ce qu'il a multiplié ces dernières semaines des provocations qui sont devenues difficiles à entendre pour une partie de son électorat? Et je pense à l'électorat de droite qui, peut-être, à un moment se dit est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ce genre de positionnement qui me convient? Est-ce qu'Éric Zemmour n'est pas victime de lui-même et d'une forme d'ivresse, d'hubris, de tout ce qu'on voudra? Est-ce qu'il ne se sent pas invincible et tout-puissant, ou est-ce qu'il ne se sentait pas invincible et tout-puissant? Moi, j'ai été extrêmement choquée de sa présence aux commémorations des attentats, extrêmement choquée de ce qu'il a dit, de la façon dont il avait organisé sa prise de parole, dont il avait fait venir les micros, tout en disant non, je ne parle pas, mais en fait, si, il voulait parler, et il voulait répéter quelque chose qu'il avait dit la veille à un meeting, et qui peut-être n'avait pas eu le retentissement qu'il veut. Paradoxalement, j'ai été intéressée d'entendre Robert Ménard, dont les prises de position ont un peu fluctué ces dernières semaines, mais qui a dit une chose qui me paraissait très juste. Éric Zemmour, qui parle tout le temps de la France et de son amour pour la France, est-ce qu'il aime réellement les Français? Et est-ce qu'il n'est pas en train juste de les brutaliser de façon outrancière et de façon à ce que ces Français-là se disent oh là là, mais finalement les choses vont beaucoup trop loin? Est-ce que c'est pas de ça juste dont il est victime? Je sais pas. Il aurait pu en parler lors du dîner qu'il a voulu organiser avec Zemmour et Marine Le Pen. Éric Zemmour, dans sa stratégie, je pense que cette stagnation, elle était un peu prévisible quand même à la veille des primaires des Républicains, et je pense que c'est la désignation du candidat des Républicains qui va abattre les cartes un peu plus précisément à droite. Oui, c'est peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un redémarrage. Exactement. Un redémarrage. On va y revenir dans un instant. On va y revenir. On marque une toute petite pause pub, et on se retrouve dans un instant. Eh oui. Sud Radio, 10h midi. Valérie Ex, Sud Radio, 10h midi. Débat. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, les débats, nous évoquions le dernier sondage en date, Éric Zemmour qui est crédité de 12% des intentions de vote, et Marine Le Pen, elle, 19 à 21, elle grimpe d'1 point, Emmanuel Macron, 24 à 25%. Est-ce qu'il a atteint un plafond de verre, Noémie Alioua? Oui, je pense, et il y a cette phrase d'ailleurs qui est écrite dans un article du Figaro qui le concerne. En fait, c'est juste une citation de Chirac qui dit « Les emmerdes, ça vole en escadrille ». Et là, on sent bien que les emmerdes, ça vole en escadrille pour Zemmour. Il y a eu la maladresse, si on peut dire, de ses propos
lors de l'hommage au Bataclan, quand il a attaqué Hollande notamment, en disant que Hollande savait, ce qui est quand même assez incroyable. Il y a eu aussi le fait qu'il ait été... il y a eu l'audience, par rapport aux propos qu'il avait tenus dans une émission de CNews sur les mineurs isolés. Et puis, il y a eu l'annulation d'un meeting à Londres qui devait se tenir, et la salle a finalement refusé. Oui, il y a une autre salle, ça va se tenir à l'Ibis. Oui, c'est ça, mais en tout cas, c'était pas le lieu qu'il avait choisi. Donc, on voit bien qu'il y a une dynamique plutôt qui retombe en ce qui le concerne. Mais surtout, après, là vraiment, Virginie, vous avez raison, on sent une brutalité aussi qu'on sentait pas au début dans son caractère, dans ses actes. Il y a une brutalité, certes, un petit peu nouvelle, en tout cas, qu'on aperçoit dans sa façon de fonctionner. Et que les Français ont perçu. Il y a eu un sondage réalisé pour IFOP, pour Sud Radio, où on voit que le seul point sur lequel il l'emporte sur Marine Le Pen, c'est il fait peur, à 79%. C'est un trait de caractère un peu... il est en train de changer, en fait. Il est en train de changer. Pour un homme politique, quand même. Et c'est peut-être que ça lui montre tout ce pouvoir. Et c'est vrai, cette popularité énorme qui est arrivée assez rapidement, peut-être qu'elle est en train de lui monter à la tête. Et d'ailleurs, c'est la première phrase de son livre. La France n'a pas dit son dernier mot. Il commence par dire « j'ai péché » par excès d'orgueil. C'est les 3 premières phrases de son livre. Ça donne pas envie de lui donner le code Donc nucléaire. peut-être qu'il a raison. Ouais, Hassan Amou. Moi, de toute façon, je n'ai jamais adhéré aux idées d'Éric Zemmour. J'ai toujours trouvé que c'était un homme brutal qui, d'ailleurs, avait très peu de politique en face pour lui porter la contradiction et l'affronter sur le fond. Je pense que ces sujets atteignent aussi un plafond de verre et des limites, parce qu'on se voit bien que, à part parler d'immigration, des musulmans, du voile, donc de tous ces sujets qui font le buzz dans la société, et ce tremplin, cette tribune aussi que lui a offert CNews pendant des mois, et qui lui ont permis aussi de se faire j'ai envie de dire, cette notoriété, en tout cas, qui lui a permis ensuite, parce qu'aujourd'hui on parle de lui même malgré lui, c'est-à-dire toutes les phrases qu'il peut prononcer, que ce soit dans ses meetings, hors de ses meetings, dans ses visites. La dernière où il s'en est pris aussi à Marlène Schiappa directement en tant que femme, plus ou moins, au lieu de s'attaquer à ses idées ou à donc voilà, c'est un homme qui se permet tout, qui se trumpise pour moi dans cette manière de sa relation avec la presse, avec la parole publique. Et donc voilà, c'est un gars, je pense, qui aujourd'hui s'écoute parler, qui se rêve un grand destin, c'est à celle du général de Gaulle ou de grands hommes de l'histoire de France, et dit voilà, après ça c'est Zemmour. Donc je pense que c'est un mec qui aujourd'hui, pour moi, et je veux le dire parce que souvent on dit mais c'est l'opinion majoritaire. Non, attendez, il fait que 15%, là il plafonne. Je pense que c'est un phénomène tout de même. Enfin, oui, 15%, c'est quand même Valérie, c'est un phénomène. Moi qui supporte par exemple le candidat écologiste Yannick Jadot, on n'a pas les tribunes et on n'a pas les journalistes qui nous tendent les micros aussi souvent que ce que le fait. Aussi, non, c'est peut-être parce qu'on fait pas autant de dérapages. On fait pas autant de dérapages et on ne va pas parce que c'est ce qui intéresse dans les médias, c'est ce qui fait du clic, c'est ce qui rend visible un candidat. Et c'est peut-être que nous on a une parole responsable. C'est de penser que les gens suivent les journalistes, les gens suivent ce qu'ils écoutent, les gens ont un esprit critique et ils vont pas. Les journalistes savent pas forcément faire ce qu'on leur dit de faire. Les journalistes savent qui ils interrogent et pourquoi ils les interrogent. Donc on sait très bien que quand on va interroger Éric Zemmour, il y a toujours du biscuit sur de la polémique, sur des dérapages. Si ça ne correspondait pas à quelque chose de réel, ça ne fonctionnerait pas. Attendez, pas tout en même temps, pas tout le monde en même temps. Oui, allez-y. Il y a eu par le passé des candidats à l'élection présidentielle qui étaient massivement soutenus par une partie de la presse. Je pense à Édouard Balladur et qui n'ont pas été élus. Il faut vraiment relativiser le poids de la presse dans ces affaires-là. Les Français, ils ont leur propre jugeote, leurs propres opinions. Et ce que dit ou fait la presse, globalement, ils peuvent s'en fâcher. Mais je ne suis pas sûr que ça les influence tant que ça. Les tribunes, quand même, dont il a bénéficié, les avances dont il a bénéficié. Quand vous êtes sur une quotidienne du lundi au vendredi sur CNews, on ne peut pas dire que ça n'a pas d'impact sur le public. Quand vous avez des sujets qui sont tournés en boucle. Qui regarde CNews? Quand il fait 800 000 à peu près téléspectateurs, quand on se dit que voilà, c'est une quotidienne, effectivement, le téléspectateur peut être aussi volatile et que les idées peuvent maintenant imprégner la société parce que justement, il avait ces tribunes-là qui lui étaient constamment consacrées. On ne peut pas dire que ça n'a pas eu d'impact sur l'opinion. Imprégné, ça veut dire quoi? Sinon, personne qui connaît Zemmour. Qu'a-t-il fait Zemmour à part du journalisme, écrit des livres? Hassan, s'il avait seriné pendant des semaines et des semaines, la Terre est plate, je ne suis pas sûr qu'il aurait eu cet écho-là. Ça veut dire que ce qu'il dit imprègne les gens aussi parce qu'ils retrouvent, moi ce que j'entends autour de moi, c'est des gens qui disent au moins ils disent ce qu'on vit, ils racontent ce qu'on ressent. Il a parlé d'une partie de l'électorat de Marine Le Pen, de certains, voilà. Moi je suis pas sûr que la majorité des Français se retrouvent dans ce que raconte Éric Zemmour. Ça c'est mon opinion. Il a une popularité qui est réelle, qui n'est pas uniquement formatée par les médias. Et excusez-moi, mais je pense que si vous mettez Yannick Jadot tous les jours dans une quotidienne sur CNews ou ailleurs, il fera peut-être pas 800 000 téléspectateurs par soirée. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui parle. On sait qui est aussi le public de CNews.
moi. Quand, ou ailleurs, mais en tout cas, il a une sur popularité BFM, qui est sur réelle. LCI. Moi, je suis pas sûr, hein, quand on fait d'autres télé. Il faudrait savoir. D'une part, vous dites que les médias l'ont construit, et d'autre part, vous dites que finalement. Je pense pas que ce soit uniquement une construction des médias. Après, c'était son métier avant d'arriver. Oui, il était journaliste. C'était son métier, donc on va pas lui reprocher d'essayer de gagner de l'argent. D'ailleurs, il y a un truc où il était bon, c'est qu'il a gagné beaucoup d'argent là-dessus. Ses livres se vendent très bien. Après, il y avait une volonté, il y avait pas une volonté, il y avait une aspiration à ce genre de candidature, en tout cas dans la population française. On le sentait. Après, ça pouvait être Zemmour ou quelqu'un d'autre. D'ailleurs, ça a été réfléchi. Il y a même des journalistes qui passent sur I24. D'ailleurs, Laetitia Krupek l'avait théorisé en disant il y avait une tentation du clown dans la population française. Et lui, il a essayé de mettre ça en le conciliant avec une certaine position politique traditionnelle de la droite. Maintenant, le problème qu'on constate. L'extrême droite. Même pire que l'extrême droite, parce qu'on constate aujourd'hui dans son effectif autour de lui, c'est beaucoup d'anciens Maurasiens, des exclus même du Rassemblement national qui se retrouvent, qui trouvent un toit autour d'Éric Zemmour. Et à un moment donné, même la droite traditionnelle bourgeoise française, on va dire l'instinct qu'il peut avoir d'aller voter pour Éric Zemmour, il va commencer à se réduire. Et ça va être beaucoup lié, encore une fois, je pense, à la candidature qui va sortir des Républicains. Des Républicains. Je voudrais qu'on parle du Covid. Donc l'Autriche a bel et bien annoncé ce matin le reconfinement total de sa population et va rendre la vaccination obligatoire. C'est le premier pays de l'Union européenne à prendre une telle mesure face à la résurgence de cas. Obligation de vaccination à partir de février. Nous, en France, ce n'est pas le cas. Les pays qui confinent les non-vaccinés sont ceux qui n'ont pas mis en place le pass, a déclaré Emmanuel Macron hier. Cette mesure n'est donc pas nécessaire en France. On voit qu'un peu partout aux Pays-Bas, il y a des mesures, en Allemagne, l'Autriche, donc décision relativement radicale. Comment vous, Hassan moi, je trouve que déjà, en France, on ne l'a pas fait quand les personnes à risque, au début de la crise du Covid, et c'est heureux, on n'a pas confiné nos anciens, et moi je suis contre ces mesures comme ça, qui confineraient une partie de la population et qui les rendraient, excusez-moi, mais parias, et laisseraient l'autre partie de la population vivre. Un reconfinement généralisé, moi je pense qu'aujourd'hui, on a 1300 personnes au bas mot, je crois, en cas grave à l'hôpital aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que, en tout cas, je pense que ça va pas se faire demain la veille en France, mais qu'en tout cas les pays qui ont confiné comme ça par groupe de non vaccinés, moi je trouve que c'est quand même dingue. Ouais. Il y a 66% de vaccinés en Autriche. Hein. Alors déjà, tout d'abord, on peut se féliciter ça, c'est que notre nombre de vaccinés avec un schéma vaccinal complet est l'un des meilleurs, voire le meilleur en Europe. Ouais. Après, moi, ce que j'ai appris, je suis devenu porte-parole juste avant la crise du Covid, là, c'est l'humilité. Donc, bien sûr. Je fais très attention à ce que je dis. C'est juste que les choix du gouvernement que j'essaie de porter, de défendre autant que je peux, c'est souvent de concilier donc l'acceptabilité, sociale des décisions qui sont prises. Aujourd'hui, à date, dire qu'on va confiner totalement, on peut pas dire que ça peut être facilement accepté par la population. Il y a également la situation économique de notre pays. C'est pour ça que le ministre de l'économie a dit qu'il ne souhaitait pas qu'on se retrouve à un confinement, parce que chaque confinement a un impact économique énorme. Et enfin, c'est évidemment la situation sanitaire, comme il a dit tout à l'heure. La situation sanitaire actuelle, je pense, nous éloigne un peu du confinement, mais ça évolue tellement vite avec ce virus qu'il faut prendre toutes les précautions quand on s'avance sur ce terrain-là. Oui. Oui. Non, alors, et puis vous avez l'exemple d'Israël aussi. Hein. Oui, alors en Israël, ils sont sortis là de leur dernière vague par la 3e dose. Et c'est d'ailleurs c'est ce que demande aujourd'hui le gouvernement à chaque fois qu'ils prennent la parole sur ce sujet, que ce soit Gabriel Attal ou Emmanuel Macron. Ils appellent à ce que les personnes les plus vulnérables se fassent leur 3e dose, parce qu'on sait qu'avec le temps, les vaccins, notamment le Pfizer, le degré d'efficacité baisse, et donc que ces personnes qui sont les plus vulnérables devraient faire leur 3e dose. Mais je vous rejoins tout à fait sur quelque chose qui me paraît vraiment important sur ce sujet, c'est lancer un appel à la modestie et surtout faire confiance aux experts. Alors on sait quand même entre eux ils sont pas forcément d'accord, mais il y a eu un conseil scientifique et l'opinion. Moi je me suis fait engueuler par un médecin qui m'a dit si tous les médecins sont d'accord, il y a une poignée de médecins qui ne sont pas d'accord. On a vu avec la crise Raoult et le conseil scientifique, il y a des conflits internes, mais malgré tout je pense qu'il faut se référer à des référents scientifiques qui, eux, ont malgré tout l'autorité et les connaissances nécessaires pour nous dire à nous ce qu'il faut faire. Monsieur et Madame Michu et moi-même n'avons pas d'opinion fondamentale sur ces questions-là, et il faut vraiment, je vous rejoins là-dessus. La 3e dose en Israël, c'était pour tout le monde ? C'était pour tout le monde, Tout le monde, ok. Virginie ?
Parce qu'il y a du politique aussi, évidemment. Moi, je ne sais pas s'il y a des avis si autorisés. Je m'aperçois que ce qui a été dit il y a 6 mois ou il y a 2 mois, parfois est contredit aujourd'hui. On avait dit que le vaccin protégeait. Finalement, on se rend compte que la protection protégeait des formes les plus graves, mais que la contamination était possible. Ça protège toujours des formes les plus graves, mais ça protège peut-être pas de la contamination et ça protège peut-être pas de la transmission non plus. 11 fois moins de chances d'être contaminé. 11 fois moins de chances. Oui, non, mais bien sûr, je ne dis pas ça. Je ne dis pas que les vaccinés vont à l'hôpital, mais les vaccinés transmettent et les vaccinés peuvent être un risque pour les autres. La mauvaise nouvelle dans notre pays, c'est que l'hôpital aujourd'hui va plus mal qu'au début de la pandémie. Au début de la pandémie, il a réussi à absorber la première vague, où là, pour le coup, les malades arrivaient avec des afflux très importants. Aujourd'hui, le personnel a continué de partir, les lits ont continué à fermer depuis 1 an et demi, et le seuil d'acceptation de notre système hospitalier est plus faible qu'il y a 1 an et demi. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il suffirait qu'il y ait une résurgence de malades, alors parmi les non-vaccinés ou parmi les vaccinés fragiles, pour emboliser l'hôpital. Et que là, par contre, il y a un risque qui, chez nous, a été pris peut-être sciemment par l'exécutif qui pensait qu'on se débarrasserait vite de cette pandémie et qui aujourd'hui se retrouve victime d'une politique qu'il a laissé se poursuivre depuis 1 an et demi, qui consiste à réduire, plus ou moins volontairement, en tout cas là, les fermetures des lits, elles viennent en partie parce que le personnel s'en vont, mais elles viennent aussi parce qu'il y a des directives qui consistent à faire des économies coûte que coûte. Donc on se retrouve avec un hôpital qui réduit sa voilure de jour en jour. Oui, Hassan. Non, mais je suis totalement d'accord avec ce que dit notre ami. Il y a quand même une politique sur la fermeture de lits, sur la précarisation aussi d'un certain nombre de métiers dans l'hôpital qui a continué. Et donc, effectivement, il ne faudrait pas que demain, l'hôpital se retrouve débordé, même si je pense que ce scénario, on en est encore loin pour le moment. Et que dans une grande majorité, les Français aujourd'hui respectent plus ou moins. Moi, je prends les transports en commun. Là, à Paris, aujourd'hui, je me suis aperçu que quand même, majoritairement, tout le monde met le masque. On est assez discipliné, l'air de rien. Mais il y a eu un message de la Direction générale de la santé à tous les hôpitaux en les mettant en garde contre des difficultés à venir, en particulier à remplir les tableaux de garde pour pouvoir maintenir une offre de soins. C'est ce que dit Véran quand même. Lancement, voilà. Donc Véran explique qu'ils ont surtout du mal à recruter. Enfin, c'est en tout cas ce que disent les autorités. On a également du mal à former. Oui, ce sont des métiers qui n'attirent pas. Enfin, on revient à un autre sujet sur... Moi, je viens d'une région transfrontalière. Par exemple, j'ai visité les IFSI dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, à la frontière luxembourgeoise. La même infirmière gagne 3 fois plus au Luxembourg qu'en France. On ne peut pas lui reprocher d'aller essayer de gagner un peu mieux sa vie de l'autre côté de la frontière. C'est pareil du côté de la Suisse, mais avec la Suisse, là, on a réussi à avoir des accords pour pouvoir financer notamment ces formations. Mais le problème, c'est après cette crise sanitaire, on a eu un départ et un déficit de formation du personnel soignant. Et de revalorisation peut-être des salaires aussi. Il y a eu le Ségur de la santé, mais on partait tellement loin, effectivement, on voit que la revalorisation salariale, elle est très en deçà de ce qui peut être attendu par ces personnes. Et puis j'ajouterais une chose rapidement. Pendant la première vague, le personnel hospitalier s'est félicité de ce qu'il était enfin aux manettes de ce qui était décidé au sein de l'hôpital. C'est-à-dire que l'administration avait été mise hors jeu et c'était les médecins et les responsables de service qui disaient on a besoin de ça, on va faire comme ci, on a besoin de ça, on a besoin de ci. Depuis, l'administration a repris tout son pouvoir et tout son droit. Et une fois de plus, le personnel hospitalier n'a pas voix au chapitre. Et c'est peut-être ça aussi l'un des problèmes du personnel hospitalier, c'est qu'il ne se sent pas lui-même suffisamment à la manœuvre et qu'il se sent tributaire de décisions qui sont prises par des gens qui sont dans des bureaux et qui n'ont aucune idée de ce que vit le personnel hospitalier jour après jour. Il y a une déconsidération. D'ailleurs, c'est ce qu'ils disent tous. Ils disent oui, il y a un problème de salaire, mais il y a aussi un problème de manque de respect du travail que nous faisons jour après jour. Et on nous demande de renoncer à nos vacances, de venir faire plus de garde. On nous rappelle de façon autoritaire et on ne nous respecte pas. Allez, on marque une pause, on se retrouve dans un instant pour la suite de nos débats. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio 10h midi. Débat. Les débats avec vous. Je voulais qu'on revienne sur ce sondage, sur cette enquête plutôt qui a été menée par l'Université de Lorraine. Près de 4 Français sur 10 considèrent qu'il existe des preuves formelles de l'existence de certaines conspirations. Donc parmi ces Français, 2 sur 3 pensent que le public se fait duper par des élites secrètes et 1 sur 2 que les élus sont les marionnettes d'un gouvernement secret. Et puis 4 sur 10 estiment que les preuves d'un contact extraterrestre sont volontairement cachées au public.
C'est assez étonnant, mais c'est quand même, ça a le mérite de mettre le point sur une certaine forme de croyance. Alors si on dit le mot complotisme, on va se faire insulter, mais néanmoins, on ne peut pas nier qu'il y ait une sensibilité conspirationniste, et en particulier plus peut-être Ergun depuis le Covid. C'est certain. Après, c'est vrai que c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps et d'ailleurs, c'est un peu drôle que ce soit l'université de Lorraine. Ouais. Pourquoi ? Ah bah oui, c'est votre région. Ouais, c'est ma région, mais c'est vrai qu'en Alsace, par exemple, chez nous, on sait que les thèses complotistes prennent beaucoup. D'ailleurs, on l'a vu historiquement, et même une députée, Marie Vonner, qui est sortie de la majorité présidentielle, qui est vachement Martine Vonner, qui est vachement sur ces créneaux-là. Le complotisme, c'est des réponses simples à des récits compliqués, et c'est très dur pour nous, en tout cas, je parle en mon nom en tant que responsable politique, d'aller les contredire. Par exemple, quand on est interpellé en disant quelle est l'origine du coronavirus actuellement, on va avoir 300 pages Facebook qui vont nous indiquer que c'est une arme chimique ou je ne sais quoi, etc. Et alors que nous, on va leur dire, on ne sait pas, on attend, on est encore en train de faire des choses, de vérifier les origines, etc. Donc le combat est très compliqué, et c'est un phénomène qui est un peu à la mode. C'était aux États-Unis, je crois, il y a 2-3 semaines, où il y a une centaine ou des milliers de personnes qui se sont réunies pour attendre le retour d'un fils Kennedy qui était mort. Je veux dire, on est dans une époque qui fait vraiment peur, et les réseaux sociaux et le fait de pouvoir diffuser facilement autant de fake news sans pouvoir les vérifier n'aide vraiment pas. Maintenant, nous, en face de cela, il faut qu'on tienne malgré tout un discours raisonnable et sérieux pour pouvoir contrer ces arguments. Mais il faut se dire aussi, pour une certaine tranche, c'est juste impossible d'aller convaincre toutes ces personnes-là. Non. Mais c'est un phénomène intéressant de comprendre pourquoi aujourd'hui on a besoin de se rassurer. C'est pas nouveau. Oui. Mais j'avais reçu Christophe Bourseiller sur le sujet, parce que je lui disais, mais il y a des complots qui étaient vrais pour le coup. Il y a eu des complotistes qui ont eu raison. Dans l'histoire du monde, il y en a eu des complots, mais qui ne sont pas de la nature dont ce que les complotistes ont fait. C'est-à-dire que la Terre est plate. Je crois qu'il y a un chiffre assez, Xavier, un auditeur me dit, vous avez oublié que la Terre est plate. Oui, c'est vrai qu'il y a une augmentation des platistes, bien sûr. Les platistes, c'est un véritable phénomène. Et puis la crise dans la confiance politique, la crise du Covid, toutes ces choses qui ont participé aussi à faire que une tranche de la population s'est un peu radicalisée aussi, etc. ont conforté ce sentiment de se dire ça se joue contre nous, le peuple est déconsidéré, etc. Maintenant, je crois que il y a une émission d'ailleurs qui fait ça et qui est très bien. Je crois que c'est d'ailleurs le service public qui font un check des fausses informations. Moi, je trouve que ça c'est utile, parce que souvent, moi, ce qui m'inquiète par contre, c'est que les jeunes sont des cibles faciles et sont des esprits qui sont en devenir, donc, et qui se laissent beaucoup plus facilement embrigader, parce que combien de discussions moi j'ai eu dans les cités avec des gamins qui vous racontent des trucs à dormir debout, et t'as envie de lui dire, mais attends, sors de ton truc là, de ton téléphone portable. Et aujourd'hui, on le voit, le prof est contesté dans sa manière d'enseigner. On remet tout en question. On est vraiment dans cette société-là du numérique, de l'instantanéité, et des gens qui, avec conviction et force, vous disent des conneries, et puis dans une croyance absolue, quoi. C'est fou. Virginie, ça vous évoque quoi ? Je pense que ceux qui lisent les infos sur les réseaux sociaux, enfin ce qu'on appelle des infos sur les réseaux sociaux, ne font absolument pas la différence entre une source officielle et une source sur laquelle on n'a aucune prise. Ils ne savent pas dire oui, ça vient d'un média, un intermédiaire sérieux, et donc je peux le croire, ou ça vient de n'importe qui. Mais les médias n'ont plus de crédibilité, donc et ça du vient coup, effectivement. On veut croire des gens qui vous disent moi je sais. Et puis on préfère croire aussi des gens qui vous donnent des réponses extrêmement fortes et simples, plutôt que des gens qui vous disent je ne sais pas, les choses sont plus compliquées que ça, je n'ai pas de réponse absolument facile à vous donner. Donc on préfère se raccrocher à des certitudes, quitte à même penser au fond de soi-même que certitudes ne sont pas forcément des vraies certitudes. Mais il me semble quand même qu'il faudrait éduquer les gens, et notamment les jeunes, à vérifier ce qu'ils regardent. Et puis, mais ce n'est pas si simple, parce que ceux qui défendent des thèses absurdes sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux, et sont extrêmement organisés. Pour le coup, très organisés. Et très présents. De façon probablement anti-proportionnelle à ce qu'elles représentent. Ils parlent très fort, et je ne suis pas sûre qu'ils représentent. C'est un complot dans le complot. Vous dites que c'est manipulé, que c'est maîtrisé. Non, je dis qu'ils parlent très fort et beaucoup, et que ceux qui lisent disent très fort et beaucoup n'ont pas les moyens de vérifier. Ça nous ramène à la discussion qu'on avait tout
à l'heure. Une petite parenthèse, et les algorithmes leur donnent de la visibilité. Bien sûr, et ils savent très bien les utiliser. Exactement, c'est pour ça que les médias, il ne faut surtout pas criminaliser les médias. Au contraire, les médias traditionnels, officiels, il faut au contraire leur donner plus de pouvoir par rapport à ce qui se développe sur les réseaux sociaux. Et parmi peut-être les facteurs qui expliquent ce développement de la crédulité, d'ailleurs le sociologue Gérald Bronner a beaucoup travaillé là-dessus, c'est vraiment intéressant. J'ai envie peut-être de parler d'une autre étude qui est parue il y a quelques semaines et qui montrait le fait qu'il y a un recul de la croyance en Dieu. Et il me semble que c'est sur ce recul de la croyance en Dieu que prospèrent les autres types de croyances, l'astrologie, tout type de crédulité. Il me semble que si, parce qu'il y a une recherche de réponses et effectivement, de toute façon, il faut les trouver quelque part. Et comme vous le dites, ça peut être des réponses simples, mais peu importe, il faut chercher des réponses quelque part. Dans les croyants en Dieu, il y a aussi des sectes, il ne faut pas se cacher, qui utilisent le complotisme en expliquant que la situation dramatique des conditions de vie des membres de cette secte est liée peut-être à des complots de telle ou telle communauté qui maîtrise le machin. Oui, vous partez sur des choses extrêmement marginales. En fait, je suis pas sûr qu'il y a un lien entre les deux. Dans cette enquête, toutefois, 84% des Français ont déclaré avoir très confiance ou plutôt confiance en la science. Ça reste un niveau assez élevé, mais ils étaient 87% en 2011, 88% en 2001. Donc c'est quand même la confiance en la science aussi a baissé, et 92%, toujours selon cette étude, font confiance aux médecins pour dire la vérité sur le coronavirus, à 83% pour les scientifiques et universitaires et à 78% pour l'OMS. Alors, confiance aux médecins, oui, mais lesquels? Et puis surtout, moi, ce qui m'a semblé très frappant depuis le début de cette pandémie, c'est la façon dont justement les divergences se sont exprimées entre les médecins eux-mêmes sur les plateaux. Et donc les Français ont assisté en direct à une communauté scientifique, médicale, qui ne disait pas les mêmes choses au même moment et défendait parfois des positions radicalement contraires. Donc c'était bien malin qu'ils pouvaient s'y retrouver. Mais dès qu'ils changeaient de chaîne, en tout cas le premier réflexe qu'ils avaient, c'est d'aller tout de suite voir leur médecin généraliste de proximité, et ils se basaient beaucoup plus sur ce que leur conseillait leur médecin généraliste que ce qu'ils voyaient à la télé. Et je pense que c'est une bonne chose. Et pour faire un mea culpa peut-être dans l'action du gouvernement, on ne s'est pas suffisamment basé sur le relais des médecins généralistes pour pouvoir convaincre les gens dans la vaccination, puisqu'on a encore 15% des plus de 80 ans qui ne sont pas vaccinés. Merci à vous. Très bon week-end sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff qui reçoit Michel Onfray. Très bon week-end. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai.